La recherche des premières traces de vie est une aventure passionnante mais pleine de défis. La vie qui existe sur la Terre aujourd'hui est divisée en 3 grands domaines, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Elle est essentiellement microbienne, c'est-à-dire microscopique. Et ce qui nous intéresse dans ce cours est la recherche des premières traces de vie, donc la vie qui est apparue bien avant cette diversité microbienne que l'on connaît et qui est la vie moderne. Alors cette vie microbienne, elle a un ancêtre commun qu'on appelle l'UCA, ou le Last Universal Common Ancestor, qui est déjà une population de cellules relativement complexe et qui donc ne représente pas les premières cellules qui sont apparues sur la Terre. Avant cela, on a toute une évolution de lignées cellulaires un peu plus simple, et avant cela, bien sûr, l'origine de la vie, qui a pu se produire plusieurs fois, mais on connaît la lignée qui a été sélectionnée par sélection naturelle et qui a donné la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc le défi, c'est de reculer dans le temps, à partir de l'époque actuelle, à partir de la vie telle qu'on la connaît, et retourner dans le registre géologique qui préserve à la fois l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie. Donc quand on cherche des traces de vie très anciennes, on a besoin d'échantillons. Les échantillons, ce sont des roches qui datent de plusieurs milliards d'années et qui vont nous donner à la fois de l'information sur l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie. Alors, vous voyez sur cette dia une échelle géologique assez sommaire qui divise le temps en tranches depuis la formation de la Terre il y a 4 560 millions d'années environ jusque maintenant. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le début de cette échelle. Malheureusement, le registre rocheux commence seulement à 4 milliards d'années. Avant 4 milliards d'années, on a quand même un petit morceau de terre qui est préservé, des zircons, des minéraux microscopiques, qui vont nous donner une information très importante. Ils vont nous dire que la Terre réunissait déjà des conditions propices à la naissance de la vie depuis environ 4,3 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'habitabilité. Pour rechercher ces fameux échantillons qui préservent ce registre précieux de l'histoire de la vie et de la Terre, on va aller sur le terrain. On va échantillonner des roches soit qui affleurent en surface, soit qui se trouvent sous la surface. Et donc on va effectuer des forages sous la surface pour atteindre ces vieilles roches qui sont mieux préservées. Ces roches, on va pouvoir les étudier de toutes sortes de façons, avec des outils qui vont aller vraiment de l'échelle macroscopique, de ce qu'on voit sur le terrain ou sur les roches qu'on a sorties du sol, jusqu'à l'échelle microscopique ou même nanométrique, avec toute une série d'outils. Et donc on va pouvoir ainsi déterminer quelles étaient les conditions des environnements anciens dans lesquels la vie vivait ou la vie était préservée, et puis quelles traces de vie on peut trouver. Avec cette information, on va reconstituer donc l'histoire de la Terre, qui est le contexte dans lequel la vie est apparue et s'est diversifiée. Ce contexte nous dit que la Terre a beaucoup changé au cours du temps. Depuis les 4,3 milliards d'années qu'elle est habitable, elle est passée d'un état avec des océans et une atmosphère sans oxygène moléculaire, donc une Terre anoxique, vers une grande période de temps, plus d'1 milliard d'années, où on avait des océans stratifiés avec un petit peu d'oxygène en surface d'eau, et puis la majorité de l'océan qui était de nouveau anoxique, un petit peu d'oxygène dans l'atmosphère, pour finalement arriver à des conditions semblables aux conditions actuelles, mais seulement vraiment à partir de 600 millions d'années environ. Alors à travers toute cette tranche de temps, il y a beaucoup de phénomènes géologiques qui vont également avoir un impact sur l'évolution de la vie. On peut avoir justement des impacts de météorites, des glaciations globales, des formations de continents et fragmentation de ces continents. Et tout cela va évidemment influencer la vie. La vie elle-même va influencer l'évolution chimique de notre planète, aussi bien des océans que de l'atmosphère, en inventant un métabolisme qu'on appelle la photosynthèse oxygénique, donc l'utilisation de l'énergie de la lumière pour produire de la matière et rejeter de l'oxygène. Cet oxygène s'accumule et change les conditions de vie de notre planète et détermine l'évolution de la vie complexe. Je parlais de défis. Comment fait-on pour rechercher des traces de vie très anciennes? On n'a évidemment pas accès au matériel génétique qui n'est pas préservé pendant des milliards d'années. On n'a pas non plus accès à des fossiles géants comme des dinosaures avec des gros squelettes. Là, personne ne doute qu'il s'agit bien d'une trace de vie, mais c'est beaucoup plus jeune que ce dont je parle ici. Mais on a quand même des outils qu'on peut utiliser. Vous voyez sur cette dia 4 petits carrés qui vous montrent ce type de traces de vie que l'on peut rechercher. On a
en haut à gauche ce qu'on appelle des structures biosédimentaires. Ce sont des structures rocheuses qui sont construites par l'interaction entre des micro-organismes et des minéraux. Alors ces structures peuvent être énormes. Vous voyez là un stromatolite, donc structure rocheuse très grande. On peut en avoir aussi des microscopiques. À droite en haut, on a des microfossiles qui sont des restes directs de ces cellules fossilisées qui peuvent l'être de différentes façons. Soit la matière organique des parois est préservée, soit les fossiles sont remplacés par des minéraux. Il y a des moulages de différents types de minéraux, suivant les conditions d'environnement. En bas, on a des traces chimiques de vie qui peuvent être soit des rapports d'isotopes d'éléments que la vie va utiliser dans ses métabolismes, comme le carbone, le soufre, l'azote, le fer. Soit, en bas à droite, on peut avoir des molécules fossilisées, comme des lipides ou des pigments, qui vont nous indiquer l'apparition de différents types d'organismes et de métabolismes. Je parlais de défis. Les défis sont très importants. Le premier défi, évidemment, c'est la fossilisation. La fossilisation est quelque chose de rare et de complexe. C'est un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques. Et tous les organismes qui existent ou qui ont existé ne sont pas préservés, suivant leur composition de départ et suivant le milieu également dans lequel ils sont préservés. Ces différents environnements vont avoir des conditions de température, de pression, de pH, de salinité, et ainsi de suite, qui sont différentes, qui vont déterminer la diversité de la vie dans ces milieux, mais aussi la façon dont cette vie peut être préservée dans les roches et découverte plus tard comme traces fossiles de vie. Un autre grand défi, c'est le fait que notre planète, c'est une planète géologiquement très dynamique. C'est un des grands facteurs de l'habitabilité de notre planète, mais c'est aussi un ensemble de phénomènes qui va altérer ou effacer, détruire les roches qui contiennent éventuellement des traces de vie anciennes. On peut former des chaînes de montagnes, on peut avoir des rivières qui érodent des continents entiers, le vent érode les roches, on peut avoir des falaises qui vont se fragmenter, tout ça va détruire le registre rocheux. Et donc on se retrouve finalement avec très peu de pièces du puzzle de l'histoire de la vie, quelques roches, quelques traces de vie préservées dans ces roches, qui vont nous permettre d'essayer de reconstruire toute l'histoire. Vu que notre planète est très dynamique, plusieurs phénomènes vont se passer au sein des sédiments avant qu'ils deviennent même des roches, c'est ce qu'on appelle la diagenèse. Donc ce sont des transformations à basse pression et température qui vont modifier l'information biologique. On part, vous voyez une petite cellule verte là, on part de cellules avec toute l'information génétique, moléculaire bien préservée, structurelle aussi, morphologique, et progressivement, avec les changements dus à un accroissement de température et de pression, on va passer d'une fenêtre qu'on appelle diagenèse à une fenêtre qu'on appelle le métamorphisme, et on va perdre progressivement de l'information biologique pour finalement, si on arrive vraiment à des grandes pressions et températures dues à l'enfouissement profond ou à des mouvements de plaques à la surface de la Terre, on va finalement arriver à des cellules complètement transformées en carbone pur et on perd l'information biologique. Un des plus grands défis, cependant, c'est le fait que des processus non biologiques produisent des structures ou des morphologies ou de la chimie qui imitent ce que la vie fait. Et donc ça nous donne des fausses signatures de vie, des pseudo-signatures de vie, certains les appellent des biomorphes. Vous voyez sur cette dia, en haut, des exemples d'expériences qui sont faites en laboratoire et qui montrent comment des minéraux seuls ou en association avec des matières organiques ou de la matière organique seule peuvent s'auto-assembler pour former des structures complexes qui ressemblent à ce que la vie fait. Des filaments, des petites colonies de cocoïdes qui ressemblent à des colonies de bactéries mais qui ne sont pas des restes biologiques. En dessous, en bas de cette dia, vous voyez des exemples naturels de processus non biologiques qui imitent la vie. Le graphique en bas à gauche illustre les valeurs isotopiques du carbone qui peuvent être produites par des processus non biologiques ou biologiques. Et en fait, l'étendue des valeurs est semblable. Donc, étudier simplement le fractionnement isotopique d'un élément que la vie utilise n'est pas suffisant pour prouver qu'on a bien de la vie. À côté, vous voyez une image un peu complexe, une altération de croûte océanique à basse température qui va produire de la matière organique qui n'est pas biologique. La photo suivante vous montre de la matière organique qui a migré autour de verres volcaniques, donc de minéraux, et qui donne l'apparence d'une cellule fossilisée préservée dans une roche, mais en fait c'est juste de la matière organique qui migre dans la roche.
Et en bas à droite également, il s'agit de la matière organique produite dans des conditions chaudes, hydrothermales, qui va former ces petites boules qui sont préservées dans les roches et qui peuvent donner l'illusion de cellules fossilisées. Dans les outils qu'on peut utiliser, donc je vous ai parlé de structures biosédimentaires, de microfossiles. Un des outils que l'on peut utiliser est le fractionnement isotopique d'éléments utilisés par la vie. Donc fractionnement, ça veut simplement dire une proportion différente de différents isotopes d'un même élément. Et lorsqu'on les mesure, on peut reconstituer dans le temps l'apparition de différents métabolismes. Ce sont toutes les lignes de couleur que vous voyez là et qui représentent une certaine diversité de métabolismes microbiens qui remontent à presque 3,5 milliards d'années. Alors ici aussi, on a des défis. J'ai déjà parlé du défi des processus non biologiques qui imitent la vie. On a un autre défi, c'est celui du manque de connaissances que l'on a de la diversité des métabolismes microbiens actuels et a fortiori du passé. On a tendance à pratiquer ce qu'on appelle l'actualisme. On fait des mesures, on compare à ce qu'on connaît aujourd'hui et on l'interprète comme étant des restes de métabolismes semblables à l'actuel, alors que ces métabolismes ont subi toute une évolution. Et tout ça remonte à Luca, l'ancêtre commun des 3 domaines de la vie que l'on connaît et qui sont figurés en bas à droite sur cette dia. Mais avant Luca, on n'a aucune idée des types de métabolismes qui pouvaient exister et de quelles traces ces métabolismes pourraient laisser. Un dernier type de traces que l'on peut utiliser pour reconstituer l'évolution de la vie au cours du temps, ce sont donc ces fossiles moléculaires que certains appellent aussi biomarqueurs. Donc ici, il s'agit de molécules fossiles qu'on trouve par exemple dans le pétrole et qui peuvent être préservées dans des roches qui n'ont pas subi de température au-dessus de 150 degrés. Donc ça, c'est un des défis. Ce qui veut dire que souvent, le registre moléculaire fossile est plus jeune que le registre fossile ou biosédimentaire ou isotopique. Alors, les plus anciennes molécules que l'on a trouvées jusqu'à aujourd'hui dans le registre rocheux datent d'environ 1,7 milliard d'années. Nous disent qu'à cette époque, on avait déjà une diversité de vie phototrophes, donc qui utilisent la lumière comme source d'énergie. On trouve des pigments, on trouve des lipides, de différents types de vie. De nouveau, ici, on a des défis. On a le défi de la préservation de ces signaux. On a un grand défi qui est celui de la contamination, puisque ces molécules, on les trouve aussi partout dans notre environnement moderne et dans un environnement ancien. Typiquement, ces molécules, on va les trouver dans des huiles qui vont migrer dans les roches. Et donc, on peut les trouver dans des roches plus jeunes ou plus vieilles que l'âge des molécules. On trouve également une diversité de molécules dont on n'a aucune idée de qui les a produites. On appelle ça des molécules orphelines. On a de nouveau cette limite de connaissance en biologie actuelle de toutes les molécules qui existent et qui sont produites par la vie microbienne. Alors, un autre outil aussi que l'on peut utiliser, c'est en fait la phylogénie moléculaire. Donc ça, ce sont plutôt les biologistes, les microbiologistes qui vont regarder les génomes des organismes actuels et qui vont reconstruire ces arbres, ces phylogénies d'organismes en regroupant toutes ces branches de l'arbre de la vie vers un ancêtre commun. Et les traces de vie dont je viens de vous parler, elles permettent de donner des âges minimums et donc de dater ces branches et de faire ce qu'on appelle des horloges moléculaires avec des propositions, des hypothèses pour des âges d'apparition de différentes étapes que je vous ai mis là, l'origine de la vie, Luca et les ancêtres des 3 domaines de la vie. Donc en conclusion de ce cours, toutes ces traces, malgré les défis, permettent, lorsqu'on les interprète, qu'on les utilise en combinaison, pas une seule trace, mais une combinaison de traces, dans un contexte géologique bien compris, où on a compris le type de préservation, le type de diversité qui pouvait exister, permettent de reconstituer l'évolution des 3 domaines de la vie, nous donnent des âges minimums d'apparition de groupes spécifiques des 3 domaines de la vie ou d'innovation biologique, même si on ne sait pas exactement identifier ces formes de vie, et ce qui permet ensuite de poser des hypothèses sur ce qui devait apparaître avant et de reculer dans le temps jusqu'à ce que le registre rocheux disparaisse.